Quatrième tutoriel, troisième vidéo donc sur les boucles. Les boucles sont en fait l'essence même de la programmation, c'est la raison pour laquelle on a créé des langages comme ça. C'est justement pour automatiser les tâches qui sont répétitives pour les humains. Et donc ça va être très intéressant. Tutoriel 4, vidéo 3, les boucles. Bon, c'est parti. Peu d'abord, avant de commencer, imaginez que vous voulez faire une tâche répétitive avec un petit changement à chaque fois. Et vous vous dites, bon, il y a deux solutions qui s'offrent en Python. Tout d'abord, il y a la solution bourrée, dans le sens où on fait juste copier et coller notre code le nombre de fois que l'on veut, avec le petit changement à chaque fois. Et imaginez que vous allez faire ça 1000, 2000 fois, 10 000 fois, 20 000 fois. Ça fonctionnera plus. À un certain point, il faut que vous utilisiez ce qu'on appelle des boucles, qui permettent d'automatiser les tâches répétitives avec des petits changements à chaque fois, voire des énormes changements. Et vous pouvez même procéder en combinant des boucles avec des if et des else afin de procéder à des prises de décision à chaque itération. Et c'est ça qui est vraiment puissant. Commençons par un exemple plutôt simple. Donc, imaginez que vous voulez acheter 5 chaussettes. Je vais copier l'énoncé ici. Imaginez que vous voulez acheter 5 chaussettes. Au lieu d'acheter une chaussette coûtant 4 $ à la fois sur Internet, une chaussette et une à la fois sur Internet, vous laissez le loop acheter pour vous et calculer le prix final. Qu'est-ce que je veux dire? Imaginons qu'on va acheter 5 chaussettes. La première méthode, donc je vais mettre première méthode. La première méthode, ce serait de simplement faire. Imaginons que la fonction print représente les chaussettes achetées. Donc on pourrait faire print chaussettes achetées. Voilà. On pourrait faire print chaussettes achetées. Et vu qu'on veut faire ça 5 fois, on va copier ça 5 fois. Donc déjà là, c'est un peu lent, d'après moi. Ensuite, on a un prix initial par chaussette, donc prix chaussette. Et ensuite, on fait juste donc prix total. Donc on a ensuite un prix total. Et ce qu'on peut faire, c'est on répète. Donc prix total pour l'instant est 0. Après la première chaussette, le prix total plus prix de chaussette égale prix total. Donc on a juste le prix total en fonction du prix de la chaussette. Comme ça. Bon. Et ensuite, on refait ça autant de fois qu'on a besoin. Et puis finalement, on pourrait print le prix total. Donc, le prix total est... Donc ça, ce serait la première méthode. On doit transformer en string, on n'oublie pas, parce que le prix total est un int. Donc, pour pouvoir additionner des strings et des ints, il faut qu'on additionne, il faut qu'on le transforme. Donc, prix total. Et ensuite, si je fais fonctionner cette fonction, attendez juste, laissez-moi... Et ça, je vais... Imaginez, et là, on va faire fonctionner ça. Et on voit... Oups, j'ai oublié de... Et voilà. Donc, on ferait fonctionner cette fonction. Et puis, on aurait 5 fois chaussettes achetées, un prix total de 16. Aïe, aïe, aïe. Les maths. Ah, j'ai oublié d'additionner à la fin ici. Mais bon. Et donc, voilà. Le prix total serait... Et vous voyez que ça m'a pris exactement 5-6 minutes. Ce n'est pas super efficace. Par contre, là vient l'idée des for loops. Le for loop permet de répéter. Donc, on voit qu'à chaque fois, on répète 2 lignes de code. On répète cette première ligne de code chaussette achetée. Et ensuite, on additionne au prix total le prix de la chaussette. Et ces 2 lignes de code peuvent être répétées combien de fois? 5 fois. Et c'est pourquoi on peut écrire for loop avec ça. La syntaxe d'un for loop va là-dessus. For. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un for loop, parce que le premier mot est for. Ensuite, on indique un index. L'index, vous pouvez penser que c'est une variable. Donc, c'est une variable sorteuse. Moi, j'aime bien la variable i, mais pour le contexte, on va dire chaussette, numéro de chaussette. Mais c'est vraiment une variable comme une autre. C'est juste qu'au lieu de la déclarer avant, on la déclare ici, pour le numéro de chaussette. Ensuite, on met le mot in, et on fait la fonction range. La fonction range, je vais vous expliquer ça par la suite, après qu'on ait vu ce que ça fait. For I in range, et ensuite, on dit le nombre, on dit le premier index, donc 0, à 5. Ce que ça fait. Bon, je vais vous expliquer ça par la suite, mais imaginez ici que je refais cette fonction. Et ensuite, ici, il faut que je mette un alinéa, parce que c'est dans le contenu fait partie du for loop, donc c'est comme subséquent, et c'est pour ça qu'il faut mettre un alinéa. Donc dans ce cas-ci,
tout ce qui vient dans le for loop est suivi d'un alinéa. Tout ce qui vient à l'extérieur du for loop, on enlève l'alinéa, qu'on peut print par exemple ici, prix total. Donc ça vient à l'extérieur du for loop, donc on ne met pas d'alinéa. Ensuite, je peux mettre ça en commentaire et je viens copier le prix total ici. Donc, si je transfère le prix total ici, on voit que ça fait exactement la même chose. Et voilà, 5 fois. Voici un for loop. Bon, je vais vous expliquer chaque partie de la syntaxe parce que ça fait compliqué. For, c'est le mot-clé. Numéro chaussette. Alors, numéro chaussette est ce qu'on appelle un index. Donc, on avait appris qu'il y avait des index dans des listes. Notamment lorsqu'on avait, par exemple, une liste égale, et après on avait des numéros hasard. Et je vais mettre un autre ici. Donc, on avait des nombres hasardeux comme ça dans une liste. Et si on voulait accéder à l'index, à la liste, on faisait liste. Et par exemple, je vais accéder le 45 ici, donc je ferai le troisième index, parce que les index commencent à 0, donc 0, 1, 2, 3. Si j'imprime ce troisième élément, on voit que ça me donnerait 45. Ici. Donc, ça c'est pour le premier élément. Si j'arrive et je veux imprimer plusieurs index, on avait appris qu'on pouvait mettre 2 points. Et ensuite, je pourrais imprimer du troisième élément, du troisième index, donc 45, jusqu'à l'index que l'on veut, le dernier. Donc, par exemple, si je veux imprimer jusqu'à 123, celui-ci, il suffirait d'exclure l'index qui vient après. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 123 est le sixième index. Je mets, et la sixième position, donc sixième index, je mettrai 7 parce que, on se rappelle que la fonction 2 points exclut le dernier index. Donc, je mettrai 7. Si j'imprime, ça me donne toutes les valeurs de 45 à 123 en excluant la valeur de 456 qui est à l'index 7. La fonction range procède de la même façon. La fonction range, lorsqu'on écrit range 0,5, ce que vous pouvez voir en fait, c'est que Python va créer une liste de 0 jusqu'à 4. Il va faire. Donc, si je dis list range, donc la liste, je fais list range, égale 0 range 0,5, la liste range serait techniquement, et je vais vous expliquer pourquoi je dis techniquement, mais 0, 1, 2, 3, 4. Donc on exclut la valeur de 5 parce que ça fonctionne comme la liste ici, donc list slicing, comme on appelle ça, que j'avais montré ici. La raison pourquoi je vous montre ça, c'est parce que je ne pourrais pas print range 0,5. Et je vous l'explique immédiatement, vous allez le voir. Si j'essaie de print range 0,5, excusez-moi, j'ai cliqué le mauvais bouton. Donc, si j'essaie de print la fonction range 0,5, ça fait juste me print range 0,5. Et la raison pourquoi, c'est parce que range 0,5 ne crée pas réellement une liste. Il crée un autre type de liste qui est beaucoup plus rapide, et c'est pour ça que les for loops sont plus rapides. Mais, au final, ce que ça fait, fondamentalement, c'est la même chose que créer une liste de 0 jusqu'à 4, donc 0 jusqu'à 5 exclus. Donc, lorsque je crée ici, lorsque j'ai écrit for numéro chaussette in range 0,5, ce que je suis en train de mettre une valeur de numéro chaussette à 0, 1, 2, 3, 4. Je m'explique. Ici, par exemple, après prix total, on peut s'amuser à voir quelle est la valeur de numéro chaussette. Ici. Donc, je vais imprimer numéro chaussette. Vous allez voir, on voit 0, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'à chaque itération, c'est comme si, entre parenthèses, lorsque j'écris for numéro chaussette in range 0,5, ce que je suis en train de faire, c'est que je déclare implicitement que numéro chaussette a une valeur de 0. Et c'est pourquoi on avait vu que ça commençait à 0. Par contre, si j'avais fait range 1 à 5, numéro chaussette va commencer avec une valeur de 1. On pourrait voir ici. La première valeur de numéro chaussette, la valeur de l'index à numéro chaussette serait 1. Mais bon, ici je commence avec 0. Pourquoi est-ce que j'ai fait 0 à 5? J'aurais parfaitement pu faire 1 à 6 et ça aurait aussi performé la même opération 5 fois. On voit, ça performe l'opération 5 fois encore.
Mais techniquement, la valeur de numéro chaussette commencerait à 1 et finirait à 5. Alors que la dernière fois, ça a commencé à 0 et ça a fini à 4. Mais on se rappelle que dans les deux cas, ça run le loop 5 fois. Et donc, la valeur de range 1 à 6, on fait juste soustraire 6 moins 1 pour voir le nombre de fonctionner, donc le nombre de fois que la boucle va passer. Et c'est pourquoi la fonction range est assez utile, parce qu'elle nous permet de ne pas avoir à déclarer une liste. Parce que oui, je pourrais parfaitement faire autre chose. Et c'est là que je vais vous montrer. Imaginez que je déclare une liste. Voilà. Liste égale 0, 1, 2, 3, 4. Je pourrais, au lieu de faire range 0 à 5, pour vous prouver que range 0 à 5 est en fait juste une liste, je pourrais faire for numéro chaussette in list. Et là, ce que je verrai, ça fonctionnerait aussi sur 0, 1, 2, 3, 4. Parce que range 0,5 est en fait une liste. Donc si je remplace la valeur par liste ici, ça fonctionne aussi. Donc fondamentalement, c'est ça un for loop. C'est on crée une liste et on passe le nombre d'éléments dans la liste. Et c'est ainsi qu'on peut déterminer le nombre de fois. Donc 5 fois. Donc c'était tout pour le for loop. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez vraiment pas. Je suis ici pour vous aider. Maintenant, on va passer au prochain concept. Avant de passer aux while loops, il est important de comprendre un autre concept, soit les break et les continue statements. Je m'explique. Donc, je vais enlever tout ce qu'il y avait avant. Mais bon, imaginez qu'à la place, vous avez maintenant un budget. Votre budget est de 15 $. Donc, budget égale 15 $. Et si le prix total que vous avez accumulé devient plus haut que 15 $, vous voulez arrêter le loop. Mais jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est que le loop va continuer de rouler jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de la liste ou range. Je peux retourner à range ici. Ça va être facile. Donc, pour l'instant, notre liste, notre loop va continuer jusqu'à la fin du range. Si on voulait que ça arrête avant, on peut utiliser les statements break. Donc, le statement break, par exemple. Et c'est là où if et else deviennent très utiles. Donc, si vous n'avez pas vu le tutoriel, le dernier, je vous conseille vraiment de le regarder pour le comprendre. Mais les break statements permettent simplement de casser la loop, donc break la loop avant la fin. Par exemple, ici on voit prix total égale prix total plus prix chaussette. Avant ça, je peux aussi faire donc budget de 15. Je peux faire un if statement total plus le prix chaussette est plus grand que 15, est plus grand ou égal, non, est plus grand que 15, donc dépasse mon budget, donc au lieu de 15, je peux mettre budget, break. Qu'est-ce que ça va faire? Donc on voit aussi ici que j'ai mis un alinéa parce que if, ce qui vient dans la fonction if, fait partie, donc est dans l'alinéa, et ensuite ce qui fait partie de la fonction for, donc le if fait partie de la fonction for, et dans le if, il y a un break. Qu'est-ce que ça ferait, ça? Eh bien, on voit que chaussette achetée serait 0, 1, 2. Donc, il achèterait, au total, il achèterait 3 chaussettes. Parce que 0, 1, 2, donc ça fait 3. Et le prix total serait de 12, parce que le prochain serait de 16, et 16 est plus grand que le budget de 15. Donc, on voit que break permet de sortir de la boucle avant qu'on ait continué. De même, on peut aussi skip un élément. Qu'est-ce que je veux dire par skip? On peut utiliser le mot continue pour, par exemple, si la fonction est vraie, ça va ignorer le reste et ça va immédiatement passer à la prochaine itération. Dans le sens. Par exemple, je pourrais créer un autre if prix total égale 8, égale exactement 8, je pourrais décider de skip, donc de continue. Ce que ça ferait, la fonction continue ici, ça ignore le prix total de 8. Donc, si prix total égale 8, ça ignore ça. Et ça continue. Donc, c'est juste une façon de ignorer ce qui reste, ce qui vient après. Donc, on voit que, par exemple, ce que je ferais, c'est je fais un petit là. Donc, si prix total égale 8, on ignorerait, donc on n'ajouterait pas la valeur de prix chaussette.
Et donc on voit que ça reste bloqué à 0 parce qu'on aura ignoré cette partie. Par contre, je pourrais additionner le prix total avant. Et on va voir que, vous voyez qu'à l'index 1, donc à l'index 1, c'était lorsque le prix total était de 8, on n'a pas imprimé chaussettes achetées. On n'a pas imprimé 0 chaussettes achetées, 1 chaussette achetée, parce qu'on a justement continue. Donc, lorsque c'est arrivé à prix total égal 8, au lieu de continuer avec le print chaussette achetée, print numéro chaussette, c'est directement passé à la prochaine itération, donc itération 2. C'était tout pour les break et les continue statements. Maintenant, on passe à la dernière partie, les while loops. Alors, maintenant, les while loops, c'est beaucoup plus simple que les for loops si on les comprend. Les while loops, c'est simplement, on n'utilise plus de mots-clés. Imaginez simplement un for et un if combinés ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour les while, on doit d'abord déclarer un index. Donc l'index, ça peut être une variable, index. Et ensuite, je déclare la valeur initiale. Souvent, c'est 0, mais on peut déclarer 1, etc. 0. Ensuite, j'utilise le mot-clé while. Comme un for loop, c'est un while loop cette fois. Et je déclare ma condition. La condition était par exemple tant que index demeure plus petit que 5. Donc, ça va répéter ce qui est à l'intérieur du while loop tant que l'index est plus petit que 5. Et là, ça va print. Et là, je peux print quelque chose. Par exemple, je peux print index. Et là, l'erreur la plus commune, c'est de juste s'arrêter là. L'erreur la plus commune, c'est de juste dire, voilà, c'est mon while loop, je vais faire fonctionner. Et on voit, ça nous donne un énorme, ça nous fait que ça continue. Et ça risque de simplement surchauffer votre ordinateur. Alors, je vais arrêter ça immédiatement. Par contre, comment est-ce que je peux faire? Eh bien, à la place, je peux additionner index égale index plus 1. Et là, j'espère que ça va arrêter ça. Oh là là, bon, je vais arrêter ce terminal. Mais on voit que ça aurait pu surchauffer mon ordinateur. Mais bon. Aïe, 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 c'est encore en train de fonctionner en fait. Ah, contrôle. C'est bon. Donc, on voit que si ça vous arrive, faites CTRL-C dans votre terminal, ça va couper. Donc, c'est juste un petit... pour éviter que votre ordinateur surchauffe, mais vous voyez que vous ne pouvez pas oublier d'additionner 1 à l'index. Et si vous additionnez 1 à l'index, c'est comme si à chaque fois que ça procède une fois, l'index s'additionne de 1, et maintenant on voit que ça donne 0, 1, 2, 3, 4, parce que ça additionne de 1. Donc ça, c'était le while loop. Donc n'oubliez pas l'alinéa, ici c'est comme une condition. Donc while, tant que l'index est plus petit que 5, et réalise ce qui est à l'intérieur. Si l'index devient égal à 5, arrête. Et c'est pour ça que ça arrête à 5. Ben, avance. Et c'était tout pour aujourd'hui. Voilà. On a passé les loops, donc les for et les while. Maintenant, je vais donc vous donner le petit exercice pour finir. Vous pouvez m'envoyer encore une fois cet exercice par les réseaux sociaux ou par courriel. Je serai ravi de vous aider. Si vous avez des questions aussi, si vous avez n'importe quoi, venez, des suggestions, des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et donc, cette fois, c'est plus créatif. Je vous demande simplement d'imprimer une suite de chiffres intéressants. Ça peut être la suite de Fibonacci. Donc, lorsqu'on additionne, donc c'est 1, 1, 2, ensuite 3. Ensuite, on additionne les deux nombres avant. Je vous laisse. Ou vous pouvez juste additionner plusieurs des suites de chiffres intéressants. Sur ce, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que vous aurez apprécié ce petit tutoriel. On se revoit pour le dernier tutoriel déjà. Merci encore.